Bien, bienvenue à tous. Bienvenue à tous donc à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de concevoir d'abord, formaliser et capitaliser ensuite. Cette activité commune, effectivement, c'est collaborer en phase de conception. C'est une activité commune à plusieurs domaines, on va dire, de l'industrie. L'architecture système, l'architecture d'entreprise, les pratiques agiles, les pratiques itératives avec des systèmes complexes de différentes natures, les approches de model-based system engineering et de lignes de produits. Toutes ces compétences sont des activités qu'il va falloir aujourd'hui faire en collaboratif. Il va falloir impliquer différents métiers de manière efficace. Et on va justement essayer de s'intéresser finalement à cette problématique de faire collaborer maintenant à distance des métiers qui sont différents, mais ensemble dans la même salle. Cette expérience qu'on va vous partager, c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui au quotidien chez les clients dans lesquels on est impliqué, que ce soit à travers de formations ou à travers d'ateliers de conseil, où on est justement amené à utiliser ce genre de support avec une certaine méthode. Et on a petit à petit construit, instancié ce genre d'éléments sur justement un outil qui s'appelle Klaxoon, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc, on va vous faire part un petit peu du mécanisme d'utilisation de Klaxoon lors de ce genre de pratique de conception avec de l'ingénierie système. Je m'appelle donc Jérôme Guy, je suis architecte système à Sésame, impliqué sur ces activités-là, et j'ai en particulier ce rôle de référent digital, et donc en charge de cette consolidation des bonnes pratiques de collaboration avec des outils digitaux justement de collaboration. Aujourd'hui, pendant 1 heure, on va donc commencer par reprendre un petit peu le principe d'un système complexe avec une faible maturité en 2021 et l'exercice de conception de ce système complexe. On verra ensuite les capacités cognitives que nous avons, contributeurs de ces ateliers-là, et dans quelle mesure il faut les utiliser et quels sont les risques associés finalement lors de la phase d'idéation. On verra aussi le second risque lié à la structuration des idées lors des phases d'idéation. Et puis ensuite, je vous montrerai un petit peu comment utiliser Klaxoon justement pour ce genre d'exercice collaboratif à travers le cadre d'architecture. En exemple, ce sera donc celui de Sésame. On finira donc par une séance de questions-réponses. Il me semble que vous pouvez envoyer petit à petit les questions-réponses naturellement via Zoom et on y répondra donc tout à l'heure. Alors, ce qui caractérise la faible maturité de conception d'un produit ou d'une organisation. Le premier point, c'est le fait que la définition des interfaces avec des systèmes externes et leurs interfaces même avec le produit est finalement assez peu connue, d'une faible maturité. Cette faible maturité va se traduire par une faible maturité des composants ou des fonctionnalités qui sont embarquées et des différentes interfaces entre ces composants ou fonctionnalités. Et donc, cette faible maturité, seconde faible maturité, va se traduire par un besoin de reconfigurer, d'itérer sur notre compréhension finalement de cet environnement ou de ce produit. Itérer très rapidement de manière à facilement pouvoir faire progresser cette réflexion et donc cette définition aussi de notre produit ou de notre organisation. Donc, une activité de conception et de progression de la maturité d'un produit, c'est qu'on part donc de quelque chose de plutôt brut, que ce soit un produit, l'environnement de produit ou une organisation, et on cherche donc ensemble à faire progresser la définition de conception de ce produit ou de cette organisation. Ce mécanisme-là, cette activité-là, va devoir s'appuyer sur des espaces de travail. Et aujourd'hui, la plupart des projets sont effectués sur plusieurs sites, en tout cas sur plusieurs bâtiments, et il faut réussir à venir faire collaborer ces différentes équipes réparties sur plusieurs sites, voire dans plusieurs pays. Les membres impliqués sur un projet, on est généralement sur des projets complexes avec une variété de thématiques à aborder et finalement des métiers très différents avec leur propre langage, leur propre méthode, mais il faut réussir à les mettre ensemble et les faire collaborer de manière intelligente. La troisième ressource sur laquelle il va falloir s'appuyer, c'est effectivement des suites de logiciels utilisés par ces métiers qui sont toujours plus complexes, avec toujours plus de fonctionnalités proposées. Et on verra dans quelle mesure, effectivement, cet élément-là va être contraignant dans justement cette phase d'idéation. Les autres contraintes qu'il faut considérer, et vous le connaissez bien, c'est le contexte sanitaire depuis bientôt 1 an et demi, qui va, même s'il s'améliore, entraîner une proportion de télétravail plus importante qu'avant, donc avec des personnes à distance, et puis pas forcément ensemble finalement quand elles sont sur site. Et donc, il faut réussir toujours à les faire collaborer avec cette distance qui s'est installée.
Des contraintes économiques naturellement, notamment des frais de déplacement par exemple qui sont petit à petit contraints et on impose aux différents acteurs du projet de collaborer maintenant de plus en plus naturellement à distance. Le dernier point, c'est un déploiement de l'ingénierie système, notamment dans l'industrie toujours plus fort, avec des approches de MBSE qui progressent effectivement au sein des entreprises et une contrainte de concevoir les produits avec ce genre de standard de conception. Alors, il y a plusieurs risques naturellement dans cet environnement. Aujourd'hui, on va se focaliser sur deux risques. Le premier, on va l'appeler la discussion informelle de comptoir. C'est cette caractéristique de discuter, de réfléchir, mais finalement de ne rien en tirer finalement. Le second risque, c'est le principe d'une idéation désordonnée où on va réfléchir, capturer des éléments, mais finalement on va en tirer finalement peu de valeur puisque ces différents éléments, ces différentes idées ne seront pas correctement ordonnés. Et donc, on va faire un zoom dans quelques instants sur ces deux risques particuliers qui vont apparaître en phase d'idéation et on va chercher à voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut finalement les mitiguer. Petite surprise, voilà. Très bien, alors les capacités cognitives et la structuration des idées. Donc, le premier est lié à notre premier risque. Petit rappel du mécanisme de réflexion de l'être humain. Donc, Quineos et Biman, en 2014, ont fait une expérience avec un encéphalogramme où ils ont cherché à voir un petit peu le comportement du cerveau lors d'une réponse à une question analytique. Et donc, ils ont repris un petit peu ce mécanisme-là, pardon pour ça, avec donc en premier, ce qu'on va acquérir, ce sont des stimulus auditifs ou visuels. Donc, on va percevoir déjà ces stimulus, on va les convertir, on va ensuite les traiter, et puis on va répondre finalement à cet environnement via d'autres stimulus qui vont être en fait des informations vocales plus matures ou des informations tactiles et visuelles plus matures. Donc, voici un petit peu le mécanisme de réflexion de l'être humain. Et ce mécanisme-là, ils ont pu décrire un petit peu au cours de temps, finalement, par quelle zone est-ce qu'il passait, mais ils ont surtout regardé aussi quel était le temps que ça prenait. Et justement, on va être sur un temps de réponse de l'ordre de la seconde, temps de réponse qui va naturellement changer en fonction de la complexité du stimulus, si c'est auditif, visuel, la familiarité avec laquelle on va faire ce processus-là, l'état finalement, notre santé, dans quel état de forme est-ce qu'on est, et puis voilà, la complexité aussi de la réflexion à mener. Mais voilà, on va être autour de la seconde. Et alors, un mécanisme d'idéation entre différents acteurs projets, ça va être finalement un échange de stimulus entre différentes personnes, ce qui correspond donc à une idéation collaborative. Sauf que le problème qui apparaît ici, c'est le fait de faire tourner les stimulus et de monter en maturité, mais d'avoir une discussion de comptoir dans le sens où il y a un risque de perte de ces stimulus, dans le sens où la théorie des interférences, qui est liée à la psychologie cognitive, va expliquer que une connaissance consolidée, une donnée qui va transiter par notre cerveau, va être en concurrence avec des données précédentes et futures. Il y a un risque sur la mémorisation de cette donnée dans notre cerveau et une rupture des synapses qui va être observée. Et pour pallier finalement à ce risque-là, on va chercher à capturer à un moment donné cette donnée avant justement de la perdre, tout en interférant le moins possible avec justement cette réflexion qui continue de se passer entre les différents acteurs qui collaborent. Donc ça, c'est le premier risque, la discussion informelle dite de comptoir dans lequel on n'a pas encore capturé. Et donc justement, pour réussir à capturer ça, je vais vous proposer un petit peu la description de ce mécanisme de capture. Lorsqu'on a un outil sur lequel on peut capturer, que ce soit un outil papier ou un outil digital, la première activité qu'on va devoir faire, c'est de choisir justement quelle est la fonctionnalité qu'on va utiliser pour venir insérer la donnée qu'on souhaite capturer. Lorsqu'on est sur des post-it, si vous avez plusieurs post-it de plusieurs couleurs, vous allez commencer par choisir le bon post-it qui vous convient, vous allez choisir le bon stylo, donc on a déjà un voire deux choix, et puis vous allez insérer votre donnée. Lorsqu'on va être sur un outil digital, c'est finalement le même principe. Vous allez avoir d'ailleurs un petit peu plus de fonctionnalités. En tout cas, il y a une chaîne de fonctionnalités à sélectionner avant de pouvoir insérer cette donnée. Et finalement, quand vous avez énormément de fonctionnalités, votre cerveau va se poser la question fonctionnalité par fonctionnalité, quelle est celle que je viens sélectionner avant de finir par insérer cette donnée, sachant que
chaque fonctionnalité va avoir en plus un certain nombre de valeurs proposées, que ce soit une fonctionnalité en option, un nombre discret de valeurs ou un nombre continu. Et donc, on se retrouve avec potentiellement une multitude de fonctionnalités de valeurs à choisir avant d'insérer finalement cette donnée. Prenons l'exemple justement de certains outils digitaux qui nous intéressent aujourd'hui. Klaxoon, PowerPoint et un exemple d'un modeleur Enterprise Architect dans le cadre d'utilisation de capturer une donnée. Donc, le premier point à avoir en tête, c'est l'accessibilité à l'espace de travail. Sur Klaxoon, il va y avoir un tableau blanc qu'on appelle board avec un mécanisme de synchronisation des différents participants pour que tout le monde ait en un instant les yeux sur le même élément sur ce board-là. C'est un espace de travail qui est accessible via le navigateur, pas besoin d'installation, et les participants, ce qui est un point extrêmement important, n'ont pas besoin d'avoir une licence pour justement accéder à cet espace de collaboration. Si on regarde PowerPoint et Enterprise Architect, naturellement, chaque participant qui souhaite contribuer va devoir avoir probablement une licence. Ils sont de plus en plus partagés naturellement via des clouds en particulier, mais il y a toujours une certaine contrainte à venir accéder à cet espace de travail. Notre ordinateur va mettre un certain temps à charger potentiellement certains fichiers. Et puis, il faut retrouver au sein de ce fichier-là l'espace de travail dans lequel on souhaite collaborer, que ce soit une slide ou un diagramme dans le cadre d'un modeleur. Alors ensuite, quand on commence à venir sélectionner les différentes fonctionnalités pour insérer par exemple une donnée, sur Klaxoon, il y aura un seul bloc avec seulement 4 couleurs disponibles. Et c'est tout. Si on regarde justement sur PowerPoint et sur Enterprise Architect, on aura finalement des mises en forme qui seront assez similaires, dans le sens où on aura déjà un menu assez fourni. Une fois qu'on a sélectionné le bon menu, on peut venir sélectionner le sous-menu qui nous intéresse et puis on accède derrière à une toolbox, par exemple, dans lequel on va se retrouver de nouveau avec tout un tas de symboles à venir sur lesquels il faut choisir le bon. Une fois qu'on l'a inséré, on peut en plus modifier la couleur, le remplissage, un certain nombre d'effets sur ce symbole-là. Donc ça, c'est un ensemble de fonctionnalités à finalement choisir avant de pouvoir même insérer notre donnée. Une fois qu'on a inséré notre donnée, qu'on a écrit quelque chose, regardons un petit peu la mise en forme de cette donnée de nouveau, c'est un petit peu le même mécanisme. Sur Klaxoon, on aura une seule police de texte, un seul axe de redimensionnement du post-it, c'est tout. Sur PowerPoint ou Enterprise Architect, ça c'est similaire, on aura tout un tas de fonctionnalités, mise en gras, changement de la taille de police, du type de police, etc., soulignement, etc. Et quand on regarde finalement le nombre de fonctionnalités disponibles pour capturer une donnée sur PowerPoint, par exemple, et c'est assez similaire sur Enterprise Architect, vous allez avoir 10 fonctionnalités, et quand vous regardez le nombre de valeurs offertes par ces fonctionnalités, vous allez avoir potentiellement 1 milliard de combinaisons possibles pour capturer une donnée. Et donc, alors votre cerveau ne va pas les passer en revue une par une, mais et puis il y aura un certain nombre d'habitudes où vous avez déjà présélectionné un petit peu la mise en forme, mais en tout cas, sur une personne qui n'aura peut-être pas encore défini le mode de formalisation, un participant par exemple à un atelier, eh ben, quand il va chercher à insérer une donnée, il va se poser la question à chaque fois, quelle est la bonne fonctionnalité, quelle est la bonne valeur que je souhaite utiliser. Et le dernier point sur lequel il faut insister, c'est le principe de traçabilité. Klaxoon et PowerPoint ne proposent pas de principe de traçabilité entre les différentes données. C'est vraiment le principe des modeleurs tels qu'Enterprise Architect. Et donc, il y a aussi une mise en cohérence, une mise à jour de la traçabilité qui va apparaître dans le cadre des modeleurs et qui va aussi ralentir finalement un petit peu ce mécanisme de réflexion. Donc, maintenant, si on regarde un petit peu les différents outils qu'on a à notre disposition, on va se retrouver sur une courbe de performance. L'axe horizontal, on a le nombre de fonctionnalités de l'outil à disposition pour justement capturer ces données-là. Sur l'axe vertical, on va avoir finalement cette vitesse de réflexion. Donc, notre cerveau, c'est ce qu'il y a de plus rapide justement pour réfléchir lors de cette idéation. Ensuite, on va avoir effectivement Klaxoon. De par le faible nombre de fonctionnalités et le faible nombre de valeurs disponibles par fonctionnalité, on va nécessiter de l'ordre de 1 à 3 secondes, on va dire, pour justement insérer une idée et poursuivre la réflexion et la discussion avec les différents acteurs qui sont impliqués dans un atelier ou une formation. Google Slides et PowerPoint, on va être à minima sur un temps de réponse de l'ordre de 10 secondes, voire plus si on commence à se poser des questions, si on a moins d'automatisme sur la mise en forme. Et pendant ce temps-là, finalement, la discussion, l'idéation va se poursuivre et on a un risque finalement de perdre un petit peu le fil de cette discussion. Et on va donc retrouver ensuite un groupe avec ces modeleurs-là,
donc que ce soit Capella, Rhapsody d'IBM, Enterprise Architect ou Cameo de la suite 3D Experience, qui sont extrêmement à valeur, on ne revient pas là-dessus, mais en phase d'idéation, ça va être quelque chose qui va réellement freiner cette capacité à reconsolider, à ajouter des données, à les remettre en forme, à les reconfigurer par rapport aux données précédentes. Et justement, on aura finalement une insertion d'une idée. Bon, alors qui va varier énormément hein, suivant les fonctionnalités qu'on va utiliser, mais on est au moins de l'ordre de la centaine de secondes pour insérer quelque chose et remettre en cohérence et ajuster et changer un petit peu le format. Donc, on va être sur quelque chose qui va s'éloigner finalement de plus en plus de cette dynamique de réflexion justement dans ces ateliers d'idéation où on doit justement penser à quelque chose et faire progresser rapidement la maturité de quelque chose. Donc ça, c'était pour le premier risque dont je voulais vous parler. Le second risque, c'est le principe d'une idéation désordonnée. Quand on va donc produire sur un outil tel que Klaxoon de nombreuses idées, ces idées-là, ces données seront finalement de différentes natures. On aura des éléments qui seront du ressort du besoin du client, de l'interface avec le client ou de l'état de cet environnement dans lequel notre produit vient s'insérer. On aura des éléments qui seront en lien avec la définition de notre produit ou de notre organisation, que ce soit des fonctionnalités, des processus, des composants, des interfaces internes, des exigences, en lien notamment avec ces principes d'ingénierie système, gestion des exigences. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui est très plat, dans lequel, finalement, il y a un fort risque de venir mélanger des concepts et finalement de ne pas tirer autant de valeur qu'on aurait souhaité de cette réflexion-là. Et donc, c'est là qu'intervient finalement la nécessité de structurer les données qu'on vient justement capturer en les triant et en les organisant à bon escient dans un certain nombre de schémas qui viennent structurer correctement ces différentes données. À Sésame, on utilise le cadre d'architecture, un cadre d'architecture système qui s'appelle le cadre Sésame. Il y a d'autres cadres qui existent, mais l'important, c'est d'avoir effectivement un cadre de méthodologie dans lequel on puisse trier à bon escient justement toutes ces données qui sont produites à travers une réflexion. Alors, si on synthétise un petit peu ces deux risques et les éléments réellement importants, le premier, c'est que finalement, ce choix de fonctionnalité et un choix de fonctionnalité très limité représente quelque chose représente un facilitateur en phase d'idéation dans le sens où on va pouvoir rapidement capturer et puis passer et poursuivre la réflexion qui a en cours finalement entre les différents acteurs, d'autant plus si c'est un outil de collaboration qui n'est pas forcément connu. Quand on a un atelier collaboratif, il y aura différents métiers, différents secteurs qui auront leurs propres outils. Si en plus on leur fait découvrir un nouvel outil, il faut que ce soit facilement accessible. Et donc, plus on aura de nouveau un nombre de fonctionnalités importantes de l'outil, plus ça va freiner et réduire l'efficacité de cette idéation. Donc, la frugalité de l'outil va être quelque chose comme ayant beaucoup de valeur lors de cette phase d'idéation. Le second point, lié au second risque, c'est justement le cadre d'architecture, la méthode de travail, la méthode de trier les données, les organiser ensemble. Il faut que ce soit quelque chose aussi de facilement accessible pour les différents participants, de manière à ce qu'ils puissent à ce que ce soit finalement quelque chose de secondaire et qu'ils puissent facilement s'exprimer et venir contribuer positivement à cette réflexion. Et donc, un cadre d'architecture facilement adaptable et accessible va maximiser finalement aussi cette valeur des idées qui vont être produites à travers un brainstorming, notamment à travers une démarche d'ingénierie système. Voilà, donc ça, c'était les deux grands risques qu'on rencontre en phase d'idéation. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu ce que ça veut dire sur Klaxoon avec le cadre d'architecture de Sésame. Donc, ce qu'on a fait depuis 2 ans avec nos différents clients, depuis qu'on commence à utiliser Klaxoon et fortement naturellement depuis 1 an avec ce travail à distance, c'est qu'on a cherché à trouver un petit peu le point optimum d'utilisation de Klaxoon avec ce cadre d'architecture Sésame. Donc, de nouveau, si on prend 2 axes, avec l'axe horizontal, la complexité de l'outil et la méthode d'idéation, l'axe vertical, l'efficacité même de cette idéation. Ce qu'on a cherché à atteindre, c'est finalement cet optimum, ce maximum, qui correspond finalement à une capture, une structuration, sans pour autant
traîner quelque chose d'extrêmement lourd pendant cette phase d'idéation et maximiser finalement l'efficience de cette idéation. Et donc, depuis un an, on a, à travers les formations et les différents ateliers dans lesquels on est impliqué, on a réussi à définir un set optimal de fonctionnalités sur Klaxoon pour implémenter ce cas de Sésame, en se basant finalement sur l'expérience utilisateur, l'expérience des différents participants qui intervenaient dans les ateliers et qui ne connaissaient pas forcément l'outil Klaxoon ni la méthode Sésame. Et donc, on a essayé de trouver finalement comment réussir à organiser et proposer un espace de travail qui soit le plus collaboratif et à valeur. Alors, basculons maintenant sur Klaxoon. Donc, quand on a naturellement un atelier sur Klaxoon, bref rappel des bonnes pratiques que vous connaissez tous, c'est naturellement d'identifier clairement quel est l'objectif de l'atelier, quel est l'agenda qui va être suivi avec l'introduction, les différentes activités abordées et la conclusion, et quels sont les livrables attendus lors de cet atelier. Ce schéma-là, c'est quelque chose qu'on va avoir de manière très générique au sein de Sésame, où à chaque atelier, on va pouvoir reprendre ces structures-là et le réflexe sera systématiquement, naturellement, de définir l'objectif, l'agenda, les livrables, pour que les différentes personnes qui participent à cette phase, qui ne va durer des fois, qui sera assez contraint dans le temps, des fois c'est des ateliers que d'une heure, il faut être extrêmement efficace, et donc autant avoir un atelier qui soit déjà très structuré. Et donc, Klaxoon va nous permettre de correctement ordonner ces différentes informations liées à la structuration de l'atelier. Ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse. On va plutôt regarder ici, finalement, ce que ça veut dire que de modéliser effectivement une réflexion sur Klaxoon. Et donc, on va toujours commencer naturellement avec un tableau blanc. Ce tableau blanc, le facilitateur, l'animateur de l'atelier, va déjà expliquer finalement quel est l'attendu de l'exercice, de l'activité, quelles sont les questions à se poser, et doit expliquer brièvement comment est-ce qu'on va chercher un petit peu à les organiser. Il faut que ça reste assez léger, effectivement. Et ensuite, donc, pour modéliser, on va s'appuyer naturellement sur les idées de Klaxoon. Donc, il y aura un seul bloc, comme j'ai dit il y a quelques instants, pour capturer les différentes idées. On aura ensuite une police, de nouveau, qui va être imposée au sein de ces blocs-là. On va utiliser uniquement 4 couleurs, 3 couleurs, donc une par vue architecturale, si c'est de l'ordre du besoin autour de ce produit-là, ou alors si c'est du ressort des fonctions de ce produit-là, ou la dernière avec les composants de ce produit-là. On va utiliser une 4e couleur pour les interfaces entre des systèmes externes ou des fonctionnalités, ou des systèmes externes et des composants. Ces idées-là, on aura un seul axe pour les redimensionner, donc il n'y a pas de perte d'efficacité à se redemander finalement quelle est la bonne taille par rapport à la hauteur horizontale et verticale. Et puis, il y aura un certain nombre de fonctionnalités d'alignement. Quand on ingère un groupe de post-it, on peut les regrouper et les aligner. Fonctionnalités qui ont été introduites à peu près il y a un an et qui sont effectivement très utiles. Et donc, modéliser n'importe quel diagramme, que ce soit des diagrammes d'interface, que ce soit des diagrammes d'agrégation, que ce soit des diagrammes d'état, on va toujours utiliser les mêmes idées, Klaxoon, les mêmes flèches. C'est juste qu'à chaque exercice, finalement, il y aura une définition un petit peu différente qui va être expliquée par l'animateur de cet atelier. Le cadre Sésame, donc c'est quelque chose qui va être aussi, donc, on aura créé des templates directement sur Klaxoon, où chacun des différents exercices, des différents schémas pour structurer la donnée vont déjà être un petit peu prédéfinis en termes de manière de modéliser sur Klaxoon. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de récupérer finalement cette manière de modéliser et puis de commencer l'exercice de manière à avoir déjà les clés pour finalement maximiser cette phase de réflexion et en ayant le moins de contraintes liées à la prise en main et au choix des fonctionnalités à utiliser pour justement représenter des données. Et donc, voilà, le cadre Sésame va se répartir sur 3 couches, opérationnel, fonctionnel et organique. Et à chaque élément, on va donc structurer des données différentes, que ce soit des phases de vie de cet environnement, que ce soit des fonctionnalités et interfaces entre fonctionnalités. Mais chacun des exercices va s'appuyer sur les mêmes idées avec une couleur qui sera spécifiée et puis des interfaces qui seront un petit peu des liens entre idées qui seront toujours les mêmes et qui vont se traduire soit par des transitions entre états ou alors des interfaces entre différents éléments et autres. Alors vous allez me dire, très bien, c'est sympa Klaxoon, mais une fois qu'on a fait progresser cette maturité, qu'on a des vues de plus en plus complexes, est-ce qu'on reste sur Klaxoon? Alors justement,
on ne va pas rester sur Klaxoon si effectivement on a quelque chose qui est de plus en plus détaillé. Et on va devoir formaliser cette réflexion à un moment donné sur quelque chose de plus complet, offrant plus de fonctionnalités, telles que PowerPoint ou Google Slides, comme j'en parlais il y a quelques instants. Et on va venir finalement reprendre et les fonctionnalités offertes par, finalement, dans ce cas-là, PowerPoint, vont nous permettre d'ajouter un certain nombre d'informations, de raffiner les connaissances et la manière de les structurer par rapport à ce qui avait été fait sur Klaxoon. Sauf qu'on ne va pas rester sur PowerPoint. Justement, les ateliers collaboratifs vont se répéter, il y aura donc plusieurs boucles pour faire progresser la maturité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt d'exporter tout simplement une image de ce PowerPoint sur Klaxoon. Cette image-là, on va devoir la verrouiller sur le tableau blanc. Hop, on va la verrouiller sur le tableau blanc. Et puis, le facilitateur de l'atelier va donc représenter un petit peu cette vue formalisée aux différents acteurs de l'atelier, la réflexion à mener pour continuer de faire progresser la maturité de cette réflexion liée à la conception du produit ou l'organisation. Et puis, quelque chose de très important, c'est à ce moment-là, quand les participants vont venir interagir et compléter et apporter quelque chose, il faut passer aussi par une phase de brainstorming généralement silencieux, de quelques secondes ou d'une minute, où chacun va pouvoir un petit peu s'exprimer à sa manière, sans être perturbé aussi par tous ces autres stimulus. Donc, on aura un mélange de brainstorming en silence et de réflexion et de discussion autour des différentes idées pour faire progresser la réflexion. Et on va donc venir annoter, modifier, rajouter des choses au-dessus de cette image insérée de PowerPoint que j'avais donc oublié de verrouiller. Voilà. Donc, le principe, ça va donc, je vois que certains se sont connectés, c'est parfait. Hop là. Le principe, ce sera donc effectivement de venir rajouter des éléments sur le schéma. Donc, par exemple, ici, SunData, on a changé un petit peu le nom de cette fonctionnalité. Quelqu'un propose ça, on peut facilement le modifier suite à la discussion et on n'est pas pollué, entre guillemets, par les fonctionnalités qui sont offertes par PowerPoint. C'est pareil pour les interfaces. Soit on peut utiliser tout simplement l'outil crayon de Klaxoon, on va pouvoir très facilement dessiner quelque chose, le déplacer. Encore plus efficace, c'est tout simplement d'utiliser de nouveau les flèches vectorielles qu'on va retrouver entre les post-it, telles que ici Sunlight. On aura quelque chose qu'on pourra facilement repositionner grâce à cette grande flexibilité des flèches vectorielles offertes par Klaxoon. Voilà, donc une capacité à finalement reconfigurer très facilement notre réflexion, les idées qu'on vient apporter, sachant qu'effectivement, chacun apporte une idée, mais il y aura naturellement un exercice de discussion et de consolidation et de modification de cette idée qui était au départ isolée, fournie par quelqu'un, et derrière, il faut que ce soit quelque chose qui soit discuté, complété, et l'idée, c'est de trouver aussi un compromis et de converger vers une compréhension commune de cette modification à apporter à notre conception. Il me semble que je suis passé un tout petit peu rapidement effectivement sur ces interfaces vectorielles, donc je vais me permettre d'y revenir. Donc la grande force aujourd'hui de Klaxoon, c'est effectivement d'avoir des interfaces vectorielles qui sont reconfigurables à 360 degrés immédiatement. On ne passe pas par des points d'accroche qu'il faut effectivement changer petit à petit. Là, il y a un seul trait. Effectivement, il est droit. Ça peut paraître comme étant une limitation, mais au contraire, c'est quelque chose qui va accélérer et on ne sera pas parasité par cette capacité à venir choisir si on met un angle ou autre. Les extrémités des flèches, il y a aussi un certain nombre d'extrémités disponibles, à peu près 6 ou 7. On va se contenter tout simplement des flèches ou non, pour indiquer un petit peu le sens de ce lien-là. De même, les couleurs, alors c'est quelque chose d'ailleurs qui a évolué il y a à peu près un an aussi sur Klaxoon. On était avant sur 4 couleurs uniquement, et ils sont passés à bien plus de couleurs, 25. Donc, il y a eu effectivement une petite dégradation à ce moment-là de la réflexion de par le nombre de possibilités offertes pour changer la couleur d'une interface. Alors, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement de lier l'interface et de poursuivre la réflexion. Donc, je vous ai montré ce que ça voulait dire que de modéliser ici, par exemple, sur Klaxoon, ce que ça voulait dire ensuite de basculer sur PowerPoint et puis donc de formaliser, mais de revenir sur Klaxoon pour continuer ce mécanisme de réflexion. Et donc, ce principe-là sera exactement le même quand on va basculer sur un modeler. Sur un modeler, donc, une fois que la vue est bien plus stable, qu'il y a bien moins
de reconfiguration de la vue régulière à prendre en compte, mais surtout qu'on est venu enrichir réellement ce modèle-là avec des subtilités entre les données qui sont consolidées. Il peut y avoir toujours un mécanisme de création de ce produit-là où une nouvelle fonctionnalité est demandée. Et ben, le mécanisme de reconception, de réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait changer un petit peu les interfaces, quels sont les composants à rajouter, on peut passer de nouveau par une phase de conception sur Klaxoon où on va de nouveau insérer une image du modeler, ce qu'on va pouvoir facilement partager, facilement annoter, modifier, rajouter des éléments. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on est d'accord sur cette version-là, eh bien, il faut venir l'insérer effectivement et mettre à jour le modèle sur le modeler. Effectivement, il y a un certain nombre de principes peut-être de traçabilité, certaines subtilités qu'on aura peut-être oubliées dans le cadre de cet atelier, mais on aura déjà dégrossi le travail de l'analyse d'impact et de reconception peut-être du produit. Et donc, de nouveau, il y aura un petit mécanisme de consolidation et puis de repartage pour s'assurer qu'on a bien compris effectivement ce qu'il fallait changer dans ce modèle-là. Donc voici un petit peu la manière avec laquelle on peut utiliser Klaxoon. Point que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait qu'aujourd'hui, les acteurs projets sont impliqués sur généralement plusieurs projets avec une succession de réunions. Et finalement, ces temps réservés à l'idéation et à la phase de conception sont finalement assez restreints. On a du mal à se retrouver sur des créneaux de 1 heure ou plus. Et donc, l'idée, c'est de nouveau de maximiser ce temps ensemble pour réfléchir de manière fluide et la plus complète possible, la plus valorisée possible sur quelque chose. Et donc, Klaxoon va s'y prêter de par ce faible nombre de fonctionnalités offertes et qui vont nous permettre finalement de passer plus de temps à réfléchir et à capturer très rapidement cette réflexion, plutôt que d'être contraint sur le nombre de fonctionnalités ou que ce soit uniquement une personne qui soit en charge de mettre en forme. Là, chacun pourra un petit peu contribuer et chacun aura un petit peu les mains sur ce modèle-là. Et donc, c'est quelque chose qui sera co-construit naturellement avec les différentes personnes participant à l'atelier de manière très aisée. Alors, revenons sur notre présentation. Vous allez me dire, à ce stade-là, Sésame a certainement des actions chez Klaxoon. Alors, ce n'est pas le cas. Et on regarde ensuite un petit peu les outils qui sont similaires à Klaxoon. Le premier dont on voulait vous parler, c'est Jamboard. Jamboard, c'est quelque chose qui a été introduit assez récemment par la suite Google. Aujourd'hui, Jamboard est un tableau blanc qui est très simplifié, dans le sens où il y a très peu de fonctionnalités. Il y en a moins que Klaxoon, ou en tout cas, elles sont un petit peu différentes. Mais en tout cas, les flèches vectorielles sont en particulier aujourd'hui indisponibles sur Jamboard, ce qui pose des problèmes justement pour finalement ces liens-là entre les différentes idées. Les idées sont assez similaires dans le sens où il y a un seul axe pour les redimensionner. La police, il me semble, de texte est déjà imposée. Il y a peu de couleurs disponibles. Donc, c'est très similaire à Klaxoon, mais ils n'auront pas encore ces flèches vectorielles. Et on peut être positif sur le sujet. Je pense que dans quelques années ou quelques mois, Google devrait potentiellement introduire ces flèches-là qui manquent aujourd'hui énormément sur Jamboard. Klaxoon. Alors, Klaxoon, c'est quelque chose qui a été introduit peut-être il y a 4-5 ans, devenu très populaire cette dernière année. Il y a des nouvelles versions de Klaxoon qui sont justement introduites, et en particulier d'ailleurs demain, et elle est même déjà disponible dès aujourd'hui, elle s'appelle Board Hybrid. Et il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont d'ailleurs introduites, qu'on a pu regarder d'ailleurs juste avant le webinaire. Et on a déjà constaté finalement de nouvelles fonctionnalités offertes sur les interfaces, avec des moyens de changer la forme des flèches. On avait des traits très droits, maintenant on a cette capacité à changer un petit peu la manière de les faire. Il y a différents points d'accroche. Et donc, ça peut paraître comme étant quelque chose de valeur, mais au contraire, en phase d'idéation, ça va être des fonctionnalités en plus, des valeurs en plus qui vont être prises, et les participants vont devoir se poser la question, quel est finalement le meilleur point d'accroche pour ma flèche, au lieu que ce soit immédiat. Et donc, on devrait constater une petite perte d'efficacité, malheureusement, liée à cet aspect, à cet enrichissement, malheureusement, de Klaxoon. Le dernier, c'est Mural, que certains d'entre vous connaissent peut-être aussi. Donc, Mural s'est aligné depuis à peu près un peu moins d'1 an, justement, sur cette facilité d'accès offerte par Klaxoon, avec notamment pas de licence pour les différents participants. Maintenant, Mural propose de base bien plus de fonctionnalités que Klaxoon, notamment ces interfaces-là. On peut les positionner un petit peu où on veut sur le POSIT, au lieu qu'il y ait finalement un seul point sur lequel elle s'accroche. Et donc, on est déjà sur quelque chose qui va être un petit peu moins optimisé, un tout petit peu plus lourd sur finalement le mécanisme de formalisation et de capture de la donnée.
En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces outils-là restent très loin finalement de ce qui est proposé en termes de formalisation par PowerPoint, Google Slides et puis les modeleurs. Et donc, toutes ces fonctionnalités en moins, il faut vraiment les voir comme quelque chose de valeur en phase d'idéation, puisque on va passer plus de temps à enrichir cette connaissance et cette compréhension de la conception, plutôt que de passer du temps à formaliser. Il faut vraiment commencer par réfléchir, concevoir avec ces outils collaboratifs maintenant très optimisés, plutôt que de rester sur ces outils comme PowerPoint ou les modeleurs. Donc, ne pas hésiter à revenir pour faciliter ce mécanisme de réflexion et ensuite mettre à jour ces modèles-là, que ce soit sur des éléments plus légers comme PowerPoint ou sur des modeleurs. Très bien, je vous propose maintenant donc de passer à la séance de questions-réponses et j'imagine que vous en avez un certain nombre pour ceux qui connaissent peut-être ou pas Klaxoon.